Le Godillot, les Godillots, le Gourbi du sorcier de Ollier et Marco. Le Godillot, le Gourbi du sorcier. Les personnages. Bichette. Il a 14 ans, enthousiasme et aventuré, espiègle et toujours optimiste, il a traversé la France depuis le Pays Basque jusqu'au front afin d'y retrouver son frère aîné. Le Bourru, deuxième classe, Jean Le Bourru. Maître de charrue breton, véritable armoire à glace, c'est un taiseux. Il préfère la compagnie des chevaux et des animaux en général. Palette, caporal Ambroise Palette, un picard râleur et grognon. Mais il a très bon cœur. Il a laissé sa famille dans la zone interdite, dans le civil. Il est boulanger, il est brave, mais sans aile. Salopio, un petit singe vert arrivé sur long front avec un convoi de tirailleurs sénégalais. Il s'est très vite attaché à Bixante. Chapitre 1, la chouette mission. Ça compte une première mission dans la vie d'un homme, c'est pas vrai? Quand Monsieur Palette il m'a dit comme ça que c'était moi qui devais aller chercher l'eau au puits de Fournais-en-Val, j'ai été drôlement content, dis donc. Bon, attention, Fournais-en-Val, c'est pas le bout du monde non plus. Pour un gars comme moi qui a traversé la France à pied et en diagonale, aller en mission à 2 kilomètres, c'est comme qui dirait de la petite bière. Monsieur Palette, il appelle ça le cantonnement. Mais nous, on habite à Gouger-en-Val avec les autres poilus de l'escouade du 435e. Et à Gouger-en-Val, voyez, il n'y a pas de puits. Enfin si, il y en a un, mais vu l'odeur qui en sort, il doit y avoir une bête crevée qui marine dedans depuis un bon bout de temps. Et le major Desgranges, il dit que si l'on boit de l'eau qui sort de ce puits-là, c'est comme si on montait à l'assaut torse nu contre une mitrailleuse allemande, angine de poitrine assurée, ou un truc comme ça. Du coup, faut aller chercher l'eau du village, faut aller chercher l'eau au village d'à côté, et c'est Bibi qui s'y colle. Ça montre que Monsieur Palette, il me fait bien confiance. Ça fait plaisir pour me confier Mérance, c'est la mule. Je crois qu'elle porte le nom d'une grande tante au capitaine Mouguin. Et les bidons à eau. C'est qu'il sait qu'il peut compter sur le brave Bigzant. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrêtent de m'appeler tout le temps Bichette. C'est vrai, à la fin, c'est quand même pas difficile d'appeler les gens par leur prénom. Bon, je sais bien qu'il a du mal à prononcer les prénoms basques, mais il pourrait faire un effort. Ça doit venir qu'il n'a pas été biberonné au piment d'Espelette, comme nous autres en Basse-Navarre. Ça lui fait un accent bizarre. Mais je l'aime bien, Monsieur Palette. Il dit que je dois l'appeler caporal, mais tant qu'il m'appelle Rabichette, moi je lui dirai Monsieur Palette. C'est un gain bien, même s'il est un peu borné, des fois. C'est lui qui a parlé au capitaine pour que je puisse rester dans l'escouade. C'était pas gagné. Mettez-vous à la place du capitaine. Un peu. Admettons que vous ayez une guerre à faire, vous engageriez un petit gars de 14 ans et demi dans votre armée, vous? Bon, j'ai dit au capitaine que j'avais 17 ans en croisant les doigts derrière mon dos. Sinon, ça aurait été encore plus coton. Mais quand même, Monsieur Palette, il est intervenu pour moi, il m'a défendu et j'en suis bien content. Et puis il y a aussi le Bourru. En fait, c'est pas son prénom, c'est Monsieur Palette qui l'appelle comme ça. Parce qu'on dirait qu'il fait tout le temps la tronche. Et puis, comme il est drôlement impressionnant, grand, carré, baraqué. Finalement, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son vrai nom, moi je le sais, c'est Jean le Bourri. C'est encore plus ridicule que le Bourru. Je trouve. Je crois qu'il m'aime bien. C'est lui qui m'a dit que je pourrais m'occuper du singe. Ah bah oui, je ne vous ai pas parlé du singe. C'est Salopio, et c'est mon meilleur copain. On sait pas du tout comment il s'est débrouillé pour se retrouver à la guerre, lui, mais bon. Il me fait bien rigoler, surtout quand il mange des pommes de terre. Il fait des grimaces terribles et il s'en met partout. Et, et puis heureusement qu'il est là, des fois, parce que ce n'est pas trop drôle comme patelin par ici. Alors Salopio, je le quitte plus, et je l'emmène partout, y compris dans ma première mission, d'aller chercher de l'eau à Fournais-en-Val. Je l'ai installé sur le dos des Mérances entre les bidons et je lui ai donné un trognon de pomme à grignoter. Comme ça, il se tient tranquille. Parce que la dernière fois, pendant la revue où on devait rester deux rois comme des piquets,
devant le capitaine qui nous expliquait un truc, ça a été un problème. Salopio a déboulé dans les rangs avec la queue coincée dans le couvercle de la boîte à casse-croûte en fer du soldat Pignol. Il a mis un zouk pas possible. Je me suis fait drôlement enguirlander par le capitaine et aussi par le soldat Pignol parce qu'il avait pas vraiment terminé son casse-croûte. J'ai dû promettre de faire plus attention à le Salopio, sinon il retournerait d'où il vient. C'est-à-dire, je sais pas bien où. Et ça, je veux pas. Alors j'avais attaché Salopio au bas d'Emerance, histoire qu'il ne lui prenne pas l'idée de s'en aller gambader par-ci par-là, et que ça effraie la mule. Oui, parce qu'Emerance, elle a passé la nuit perdue entre les tranchées de nous et de l'ennemi. Le bourru, il appelle ça le Nomasland. Ça doit être un nom de chez lui, en Bretagne. Et depuis, elle est quand même terriblement trouillarde. Le moindre bruit de pas inhabituel, elle se met à faire des bonds comme un grand courroux. Si, je sais ce que c'est qu'un grand courroux. Il y en a au Jardin des Plantes à Paris. C'est comme un lapin qui boxe et qui fait des bonds terribles. Donc j'avais bien fait gaffe et je m'avançais sur le chemin. Tout content, en tirant Émérance au bout d'une longe et en racontant à Salopio des histoires drôles que j'avais lues dans le Crapouillot. Et c'est là qu'au tournant d'un chemin qu'a déboulé le facteur du régiment. Il paraît qu'on dit le vaguemestre. Il était sur son vélo tout pourri, qui fait un bruit de casserole. Je vous raconte pas les faits qu'il a eu sur Émérance. Cette bête mule s'est mise à sauter dans tous les sens, et moi, cramponné à la longe, j'ai tenté de la retenir, et ça m'a fait penser à la fois où j'ai sonné les cloches de l'église de mon village. La corde m'a soulevé du sol, mais je les ai bien entendues, les cloches, quand ma tête a cogné contre le tronc d'un pin sur le bord du chemin. Et puis après, je me rappelle plus de rien. Et alors, de rien du tout. Chapitre 2. La dispute chuchotée. Ce qui m'a réveillé, c'est l'odeur de lait. C'était une odeur de vieux lait, de lait pourri, de lait d'il y a longtemps qu'on aura oublié. Et puis juste après l'odeur, ça a été la douleur quand j'ai voulu bouger. Un mal de chien à l'épaule, à gauche, et juste après un bourdonnement énorme dans ma tête. Plus que de pleurer comme une fillette, j'ai préféré ouvrir les yeux. J'aurais pas dû. La lumière blanche du jour, ça m'a fait comme un coup de marteau. Mais j'ai tenu le coup et mes yeux ouverts. Le premier truc que j'ai vu, c'est de la broussaille rousse. Au début, j'ai cru que c'était la mousse de l'arbre contre laquelle je m'étais cogné. Il a fallu un moment pour que je m'aperçoive que c'était la barbe de Monsieur Bourru. Il était penché sur moi et il me regardait avec des yeux ronds. Après j'ai compris. L'odeur du lait pourri, on était dans l'infirmerie du cantonnement à Bougies-en-Val. On dit infirmerie, mais en fait, c'est une vieille laiterie de ferme. On a installé les brancards et le barda de l'infirmier, le major Delgrange, là où on a pu, dans ce qui restait de bâtiments debout. Alors Monsieur Bourru me regardait. J'ai cru qu'il me souriait, mais ça m'étonnerait parce que le Bourru, il rigole aussi souvent qu'une brique. Moi, je lui ai souri. En fait, c'est Salopio. Salopio perché sur son épaule qui m'a fait une grimace qui m'a fait rigoler. Le Bourru, il m'a posé une compresse mouillée sur le front. Ça m'a fait du bien et ça a soulagé un petit peu le marteau dans ma tête. J'en ai profité pour me pencher sur le côté et j'ai vu que, dans l'infirmerie du Lécaillé, il y avait aussi Monsieur Palette et le vaguemestre. Ils étaient en train de discuter tout bas, dans un coin, mais ils faisaient de grands gestes et j'ai su qu'en fait ils étaient plutôt en train de se disputer. Depuis combien de temps j'étais là? J'en sais rien et j'avais vraiment aucune idée de comment j'étais revenu de ma mission d'aller sur Échelle de l'eau. Vous n'y pensez pas, c'est carrément suicidaire, qu'il hurlait le vaguemestre tout bas. Enfin, vous ne pouvez pas emmener ce gamin en première ligne. Ça va vous faire traverser le plateau du croque-mitaine. Vous allez vous faire rétamer en moins de 2. Tout ça pour aller consulter ce foutu charlatan. Alors premièrement le croque-mitaine et son moulin à café, ça fait une bonne semaine qu'on ne l'entend plus, a répondu M. Palette. Et puis deuxièmement de 2, vu que le major Delgrange est parti faire son rapport au QG, j'ai pas d'autre choix que d'amener le ptio à la branchée B12. C'est là que se trouve ce qui ressemble le plus à un toubib dans le secteur. Je peux pas le laisser comme ça sans soin. Si encore c'était pour aller voir un vrai toubib. Mais là c'est proprement du n'importe quoi. Tout d'un coup le vaguemestre avait oublié qu'il devait parler tout bas et il s'est mis à crier. Alors le bourru, il a foncé les sourcils et c'était pas bon signe.
Salopio a sauté de son épaule et il atterrit sur mon ventre. Le bourru s'est levé et sans rien dire, il s'est approché du vaguemestre. Là, il lui a dit qu'il venait avec nous à la traversée B12. Ah, la tronche du vaguemestre. On aurait dit une poule égarée dans un bataillon de renards. Oui, parce qu'il faut comprendre que d'habitude, le facteur, il va pas distribuer son courrier et les messages des huiles lui-même. Dans les tranchées, il se contente d'amener les lettres et les colis en deuxième ligne. Ensuite, c'est le capitaine qui le distribue lors des relèves, ou alors c'est le cantinier qui le porte à la tranchée de première ligne. Tu choisis, qui lui a dit au vaguemestre. Le bourru, soit tu portes ton courrier, soit tu te charges de 2 bidons de soupe, 30 litres, pas question de surcharger Émérance et en plus du poids de Bichette. Mais à glousser le facteur, ça fait pas du tout partie de ma mission, ça. Ah oui, qu'il a répondu le bourru. Et c'est quoi ta mission? Effrayer les mules? Envoyer promener les gamins contre les arbres? Comme le bourru lui faisait les gros yeux d'en haut, on a senti que le vaguemestre commençait à réfléchir. Et quand le bourru a levé son poing à hauteur de son visage, c'était tout réfléchi. Le facteur viendrait avec nous rendre visite au gars de la B12. Avec un petit sourire dans sa moustache, M. Palette est sorti de la laiterie. Je savais qu'il partait à la roulante, préparer la tambouille à emmener pour notre petit voyage. Le bourru est sorti lui aussi, de même que le vaguemestre. Je suis resté un petit peu, tout seul avec Salopio. J'aurais bien aimé jouer avec lui, mais je crois que je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il faisait noir dehors. Ça m'embêtait parce que j'avais pas fait grand-chose de ma journée à part aller chercher de l'eau, sans en ramener et dormir. Et puis Monsieur Bourru est venu me chercher. Il a bien fait attention à pas toucher à mon épaule, qui me faisait mal comme c'est permis. On est sorti de l'infirmerie, il m'a posé sur un brancard, en bois qu'il avait bricolé. Les branches avant du brancard étaient émanchées dans le bas de la mule. J'étais content parce que j'ai cru que j'allais voyager comme les sauvages d'Amérique, mais le bourru m'a dit « Ça va pas la tête ?» En plus des musettes de ravitaillement, il a attrapé les branches arrière de ma litière et zou, on est parti. Émérance portait aussi les grosses miches de pain rondes, les bidons de soupe et les quarts de vin. Palette s'est chargé du café et le vaguemestre, il portait son courrier vu que c'est son métier. Allez, en avant. Comment tu t'appelles déjà? Demandait Palette au facteur. Baudet, Auguste Baudet, incorporé à la châtre dans l'Indre, a répondu le gars pas rassuré. Eh ben, mon Baudet, tu vas pas être plus trouillard que la mule quand même. Et Monsieur Palette est parti dans un rire étouffé. Salopio sur mon ventre, j'ai regardé les étoiles et puis bercé par le pas de la mule et du bourru, je me suis endormi encore une fois. Je trouve que je dors beaucoup depuis ce matin. Chapitre 3, ceux de la B12. Et vraiment, il a eu tort d'en faire toute une histoire, le facteur Baudet. On a traversé le plateau comme des fleurs. Je ne dis pas que c'était une promenade du dimanche à cause que c'était la nuit et parce que le terrain est tout sans dessus-dessous. Vraiment chamboulé, mais c'était tranquille. Comme l'a dit Monsieur Palette, j'étais déjà venu 2 fois sur ce fameux plateau. C'est même là que j'ai rencontré pour la première fois mes copains les poilus. Mais pendant ces 2 fois-là, je vous prie de croire que ça canardait sec, alors que là, rien. Faut croire que le préposé à la mitrailleuse allemande est parti en permission et qu'on ne l'a pas remplacé. Ou alors par un gars qui aime pas la mitraillette. Allez savoir. Toujours est-il qu'on est arrivé à la B12 au petit matin. D'abord, il a fallu passer par le tortillard. C'est une sorte de galerie de couloirs que les soldats ont creusé avant la vraie entrée de la tranchée. Au début, j'ai cru qu'ils avaient fait ça un jour où le cuistot avait eu la main lourde sur le jaja dans le coq au vin. C'est plein de zigzags leur histoire. On dirait que c'est une taupe complètement givrée qui a tracé le plan du truc. Des tours, des retours, des virages, un vrai labyrinthe. Je l'ai lu dans un livre. C'est une sorte d'étape compliquée où les Grecs de Grèce élèvent des taureaux bizarres à crête. C'est pour que les Allemands ne nous arrivent pas dessus en ligne droite, qu'il m'a expliqué M. Palette. Pendant qu'ils font tous ces détours, on les entend venir et on peut les retirer dessus au prototype en sortir d'un virage. C'est malin, je lui ai répondu. Mais ils sont pas censés arriver de l'autre côté de la tranchée, les Allemands, plutôt de fond. Tu poses trop de questions, Tcho, il a dit.
Bon, alors j'ai pas insisté, mais il a fallu démonter le système de brancard-travois de la mule pour que ça ne coince pas dans les murs, dans les détours du tortillard. Alors le bourru, il a fait un échange de charges. Il a remis les musettes de ravitaillement sur Émérance, et il m'a pris moi sur son dos. C'était bien parce que sur le dos du bourru, j'avais vraiment beaucoup plus de place que dans le brancard. Et puis, il sent bon le bourru. Il sent le foin, et ça change des odeurs bizarres du plateau et de la tranchée. J'ai serré les dents pour pas ressentir mon épaule qui commençait terrible. Après avoir marché un bon bout de temps dans le tertiaire, on est arrivé au bout, et on a entendu une voix qui criait « Halte! Halte! Ou je fais feu! Ami, ami, ne tirez pas !» dit monsieur Palette qui était en premier. « Le mot de passe !» a répondu celui d'en face. « Ceux de la B12, ils n'aiment pas marcher dans la bouse !» qu'il a dit Palette avec un petit sourire. Le gars en face, il s'est mis à rigoler et il a dit qu'on pouvait avancer. C'est comme ça qu'on est arrivé vraiment dans la tranchée. Je sais pas si vous avez déjà visité une vraie tranchée, mais franchement, ça vaut le coup. C'est comme un grand fossé creusé dans la terre. En hiver, c'est plutôt gadouilleux. Mais là, comme on était en été, c'était sec et poussiéreux. Dans les parois du côté arrière, les poilus s'étaient creusés des petits abris, des logements où ils pouvaient se reposer ou dormir quand il n'était pas de garde ou au combat, c'est-à-dire la plupart du temps. Ils appellent ça des cagnards ou des gourbis. Je sais pas où ils vont chercher tous ces noms bizarres. Ça grouille de monde là-dedans. Les soldats sont les uns sur les autres. Ils jouent aux cartes, aux dés quand leur capitaine le permet. Ils aménagent leurs tranchées au mieux. Ils écrivent à leurs parents. Ils dorment, ils lisent. On dirait un petit village en long où il n'y aurait que des hommes un peu sales et qui ne sentent pas très bon. La plupart du temps, les poilus sont protégés dans cette tranchée. On ne les dérange pas on ne les dérange qu'en cas d'attaque de l'ennemi, de bombardement ou quand les officiers décident qu'il est temps de lancer un assaut sur la tranchée d'en face. Le reste du temps, ils sont surtout occupés à s'ennuyer et à tuer le temps. Il n'y a pas grand-chose qui vient casser la routine, à part le ravitaillement et le courrier. Alors, pensez s'ils ont été contents de voir arriver les deux d'un coup de bon matin. Je me suis dit qu'ils avaient plus faim de patates que de nouvelles de chez eux. Les gars envoyaient arriver bourru. Palette et surtout les bidons de Boostify, ils ont sorti de leur gourbis, tout sourire. Tous avaient une gamelle en fer blanc à la main et de la salive aux lèvres. Ils se sont rangés en file, ils n'avaient pas beaucoup de choix dans la tranchée. Devant les marmites de soupe encore ficelées sur le bas de la mule. Bourru s'est occupé tout de suite de la distribution. Fallait pas les faire attendre, tous ces morphales. Monsieur Palette et le facteur Baudet m'ont remis sur le brancard et ils m'ont emporté dans un coin reculé tout au bout de la tranchée. Je n'étais pas allé par là pendant ma première visite. C'était un coin sinistre, moins entretenu. Il y avait des poutres en travers du passage, des parois un peu écroulées, de la ferraille un peu partout. Et puis au bout, dans un cul-de-sac, un vieil arbre solitaire planté sur le bord du grand fossé, tout cassé mais droit quand même, comme un grand doigt dressé, un défi à ceux d'en face. En voyant ce vestige d'arbre, Baudet a craché par terre l'air contrarié. Sous les racines de l'arbre, dans la paroi de la tranchée, on distinguait une ouverture cachée par une vieille tôle ondulée toute rouillée. Sur mon ventre, Salopio s'est mise à couiner comme s'il avait peur. « C'est là ?» a demandé Baudet à monsieur Palette. « Oui, on est arrivé, c'est le gourbi du sorcier. » Chapitre 4, n'aie pas peur. Il n'a pas demandé son reste, le Baudet. Il a dit qu'il avait du courrier à distribuer, que ça n'attend pas et il s'en allait sans se retourner, dans la partie principale dans la tranchée. En haussant les épaules, M. Palette a frappé sur la tôle ondulée comme si c'était une porte en chaîne. « Oh là, y a quelqu'un ?» qui a crié. Il a fallu un moment pour que la tôle se mette à grincer et à glisser tout doucement. Derrière la tôle, il y avait une entrée de cagnard, bien sombre et bien noire. Ce qui en est sorti en premier, c'était une très forte odeur d'herbe séchée, comme quand on coupe les foins sur les prairies et quand il y a du soleil. Et puis il y a eu aussi une odeur moins rigolote, celle de la viande qui pourrit, comme celle qu'on sent quand on traverse le plateau. Dans l'entrée est apparu ensuite un poilu bizarre. Il était chauve comme un œuf, mais il avait une longue barbe noire dans laquelle il avait fait des tresses. Il ne portait que le bas de son uniforme bleu, le pantalon, les guêtres et les godillots.
En haut, il était torse nu et il avait l'air d'avoir très chaud. Il a regardé Palette pendant un moment, puis il m'a regardé moi. J'ai eu du mal à soutenir son regard. Il y avait un je ne sais pas quoi dans ses yeux qui donnait envie de s'enfuir en courant. Mais bon, j'étais pas en état de le faire depuis ma rencontre avec le tronc du chapin. Alors Monsieur Palette m'a aidé à me lever du brancard, et on est entré dans le trou noir du gourbi. Le temps que mes yeux se fassent à la pénombre, je n'ai pas vu grand-chose. Et puis après, j'ai commencé à voir le plafond et les murs. Partout y étaient accrochés des grosses gerbes d'herbes séchées, des orties, des boutons d'or, des pissenlits, des soucis, de la grande consoude et plein d'autres. Je m'y connais pas mal en herbe, parce que j'ai passé beaucoup de temps à dormir dans les prés depuis que je suis petit. Et j'ai aussi compris en même temps d'où venait l'odeur de viande pourrie parmi les herbes. Il y avait en plus un bouquet de rats morts et tout secs, accrochés ensemble par la queue. En regardant mieux, j'ai même vu une chouette morte, elle aussi, clouée sur une planche de bois qui servait de renfort près du plafond. Salopio s'est planqué dans un coin, tout tremblant, pour se faire oublier. Je vous prie de croire que j'en menais pas large non plus. Le poilu sorcier n'arrêtait pas de me fixer de ses yeux bizarres. Ça s'est passé comment? Il a dit tout d'un coup. Hein? A demandé monsieur Palette, qui était lui aussi assez chamboulé par la décoration du gourbi. Ah oui, pour le tchio. Il était en train de conduire une mule sur un chemin près des secondes lignes quand le facteur a déboulé sur son vélo et le sorcier s'est retourné vers Palette. On aurait dit que ses yeux lançaient les éclairs. Le facteur, Baudet, qu'il a demandé? Oui, a répondu Palette. Vous le connaissez? Ça n'a pas d'importance, a dit le sorcier en crachant par terre. Ça m'a l'air d'être une sale habitude dans la tranchée B12. Il faut qu'on mette cette épaule sans trop lambiner. On verra pour la tête après. Comment il a su que j'avais mal à l'épaule et à la tête? J'en sais rien. On lui a pas dit, en tout cas, ni moi ni monsieur Palette. Faut croire qu'il a des yeux de docteur, en plus de ceux qui lancent des éclairs. Sans parler plus, il est allé chercher une sorte de drap sale dans une caisse en bois remisée contre la paroi du fond du gourbi. Et il a commencé à m'emmailloter là-dedans, bien serré, en laissant dépasser mon bras gauche. Son vieux drap, il sentait fort le grenier pas aéré depuis des années. Quand j'ai été bien emballé dedans, il a dit à Palette: Tenez-le bien. Palette a fait oui, de la tête, et il m'a entouré de ses bras. Je l'ai regardé, il m'a fait un clin d'œil, mais j'ai bien vu qu'il n'était pas sûr de lui. Alors j'ai regardé l'autre côté, mais vers le sorcier. Il tenait mon bras gauche de ses deux mains. N'aie pas peur, petit, qu'il m'a dit. Effectivement, je n'ai pas eu peur. J'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal. D'un coup sec, il a tiré mon bras vers lui. Ça a fait clac dans mon épaule, j'ai crié. Mais je ne pouvais pas bouger. Ficelé comme un saucisson que j'étais, le sorcier, il a tourné un peu mon bras entre ses mains et il a repoussé vers moi. Ça a fait reclac dans mon épaule. Et j'ai recrié parce que ça m'a fait vachement mal. J'ai pas pu retenir une petite larme qui a coulé sur ma joue. J'ai regardé monsieur Palette. Il aurait bien voulu me refaire un clin d'œil. Je le sais, mais il pouvait plus. Sa voix tremblait là un petit peu. Là, c'est tout. C'est fini, il m'a dit. C'est remis, a soufflé le sorcier. De grosses gouttes de sueur brillaient sur son front tout chauve. Je vais lui remettre le bras en écharpe. La douleur devrait disparaître d'ici 3 à 4 jours. Tu parles d'une bonne nouvelle. Encore tout ce temps indouillé. Du coup, je lui ai lancé un regard méchant pour lui faire voir que j'étais pas content du tout, à ce grand barbu puant. Mais il ne s'en est même pas rendu compte et il a continué à parler à Palette. Il a vomi depuis son accident? Non, a dit Palette en me désaucissonnant du drap. C'est bon signe, mais je vais quand même le garder ici un peu, au cas où. On ne sait jamais. Vous pouvez vaquer à vos affaires. Je vous le ramènerai quand son mal de tête sera passé. C'est là que j'ai regardé monsieur Palette avec un message dans mes yeux qui disait: Ne me laisse pas ici. Je veux bien être de corvée de patates jusqu'à la fin de cette foutue guerre, mais ne me laisse pas ici. Chapitre 5. Les mystères du plafond. Eh bien, croyez-moi pas, il m'a laissé quand même. Monsieur Palette est parti, sans doute pour aider monsieur Bourru à la distribution de la bectance, et moi et Salopio, on s'est retrouvés tout seuls dans la tanière du sorcier. Il a commencé par me préparer un genre de tisane, vraiment pas bonne du tout. Il a fait chauffer de l'eau sur un réchaud bricolé avec des boîtes en fer. Ça a rempli le gourbi de fumée qui est allé se loger dans les bouquets d'herbes et les rats secs du plafond.
Ça faisait comme un marais brouillardeux à l'envers, avec des tas d'esprits et de fantômes planqués dedans. Brrr. Le sorcier m'a tendu un quart en fer blanc, avec dedans l'eau chaude dans laquelle il avait jeté une poignée de je sais pas quoi qui flotte. Tiens, bois ça, ça va enlever de ta migraine. Attention, c'est chaud. Méfiant, j'ai trempé mes lèvres dans le jus qui fumait, mais j'ai été surpris. Ça avait un goût de bâton de réglisse. Bon, j'allais pas lui montrer que j'aimais ça, l'autre barbu, non plus. Alors j'ai fait la grimace quand même. Ça l'a fait sourire et je regrettais. Il n'avait pas plus de dents que de cheveux, à peine deux, trois chicots qui se battaient en duel. Ça lui donnait un air encore plus sinistre. Allez, allonge-toi et repose-toi, qu'il m'a dit en me montrant sa litière. C'était rien que des planches de bois sur lesquelles il avait répandu une couche de paille un peu humide et une couverture de laine. Bon, j'avais connu pire couchage pendant mon périple à travers la France, mais quand même. Je me suis allongé et j'ai ramené la couverture sur moi. Bizarrement, j'avais déjà un peu moins mal à l'épaule et à la tête. Salopio a choisi ce moment-là pour sortir de sa cachette et bondir sur mon ventre. Le sorcier s'est approché pour voir ce que c'était. Salopio s'est mis à souffler en montrant les dents. Là, j'ai eu vraiment peur que mon petit singe ne finisse tout sec et accroché par la queue avec les autres rats du plafond. Alors je l'ai pris sous mon bras droit. Moi, Salopio ne m'a jamais mordu. Et je me suis retourné contre la paroi du gourbi. Pas tous à Salopio, j'ai dit. Comme je faisais face au mur du fond, ça m'a évité de voir le sorcier sourire à nouveau. Et j'ai fait semblant de dormir. Pas moyen de trouver le sommeil. C'est sans doute que j'ai trop dormi le jour d'avant, ou alors que j'aime pas dormir sous des rats secs. Mais je voulais pas inquiéter le sorcier, alors j'ai fait comme si. Je l'ai entendu bricoler à ces herbes sèches pendant un bout de temps. Il chantonnait tout le temps des sortes de prières, des bouts de vieux cantiques sans queue ni tête. Des fois, il jurait aussi. Et alors, j'ai entendu le pas d'une petite troupe qui approchait dans la tranchée. Tout de suite après, quelqu'un a frappé à la tôle ondulée et le sorcier est allé ouvrir. Le quelqu'un est entré dans la cagna et le sorcier a bien refermé la tôle derrière lui, en laissant le reste de la troupe dehors. Bonjour, mon capitaine, dit le sorcier tout bas. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous le savez bien, Seigneur, a répondu le capitaine en chuchotant. C'est comme d'habitude, je dois mener une centaine d'hommes dans un assaut prévu cet après-midi. Parlez, Usuil, et j'ai besoin de votre précision, si vous voyez ce que je veux dire. Prévision, si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, le capitaine, il a dû remarquer ma présence sur la paillasse. Ah oui, qu'il a dit, le gamin amené par les cantiniers. Les gars m'en ont parlé. Ça ne craint pas, ça, Seigneur? Prenez mon capitaine. Oh, pensez, mon capitaine, a répondu le sorcier. Ça fait bien 2 heures qu'il pionce comme un curé après les 13 desserts de Noël. On peut procéder. Et ils n'ont plus rien dit. Je n'ai pas osé me retourner, mais j'ai clairement entendu comme un bruit de charnière qui grince. Le seul truc, c'est que de ce bruit venait du plafond. J'ai aussi entendu comme quelqu'un qui monte à une échelle de bois en la faisant craquer sous son poids. Et puis plus rien, pendant un petit moment. Plus rien que les toussotements de ce fameux capitaine. Je me suis bien retenu de me retourner pour mieux voir ce qui se passait, mais ça a été dur. Puis j'ai demandé le bruit de l'échelle grinçante. J'ai réentendu le bruit de l'échelle grinçante. Alors qu'il a demandé le capitaine. C'est tout bon, a répondu la voix du sorcier, pour vous pouvez y aller, ça ne bouge pas trop en face. Pas de renfort ou de mouvement de troupe en vue. Ça devrait être du gâteau, votre assaut. Parfait, a dit l'autre. Comme d'habitude, votre don de W va nous être bien utile. Venez annoncer ça aux hommes avec moi. Seigneur, ça va leur donner du courage. J'ai entendu une nouvelle fois la tôle ondulée qu'on déplaçait qu'on remettait en place. Alors là, je me suis retourné tout doucement, tout doucement. J'étais tout seul dans le gourbi. Au dehors, j'entendais vaguement la voix du capitaine qui parlait à ses hommes. Il avait l'air plutôt content parce qu'ils l'ont applaudi. Il y en a même qui ont crié Vive Seigneur, vive notre sorcier. J'ai posé Salopio sur le lit et je me suis levé, en faisant bien attention de ne pas m'appuyer sur le bras gauche. J'ai fait 2-3 pas dans la pénombre. À un moment où mon pied a tapé dans un truc sur le sol. En me penchant, j'ai vu que c'était une échelle faite de branches nouées ensemble par de la grosse ficelle. Et elle était là, posée par terre. C'est sûrement elle que j'avais entendu grincer.
C'est là que j'ai levé les yeux vers le plafond et que pour la première fois j'ai remarqué entre les bouquets d'herbes séchées une trappe de bois avec de vieilles charnières rouillées. Chapitre 6. Le galop dans la paroi. Le sorcier n'est pas rentré tout de suite. Ça m'a laissé du temps. Il a sans doute accompagné le reste de la troupe dans la partie principale de la tranchée. J'ai entendu les gars qui continuaient à l'acclamer en s'éloignant. Quand il est revenu dans son gourbi, une bonne heure après, j'avais repris ma place sur la litière, et je faisais à nouveau semblant de dormir. Il y avait Salopio sur mon ventre. De toute façon, il veut pas s'en m'empêcher. Dès que je suis allongé, il vient se pelotonner sur mon bidon, comme un chat. Le sorcier, il s'est approché de moi et j'ai fait comme si je me réveillais juste. Ah! Que j'ai dit en m'étirant du bras droit. Ah! Que j'ai dit en m'étirant du bras droit. À la bonne heure, dit le sorcier, on dirait que je te vois là bien reposé. D'équerre et d'aplomb, comme disent les maçons. Oui, ça fait du bien, un bon somme, j'ai menti. Comment va ton bras? Tu peux le bouger? J'ai essayé de le lever, j'y suis pas trop arrivé. J'ai arrêté quand ça m'a fait vraiment mal. Ouais, c'est déjà mieux que tout à l'heure, non? A soupiré le sorcier. Attends, j'ai un machin qui va encore améliorer la chose. Il y allait rechercher une petite boîte dans un sac de l'autre côté du gourbi. Puis il est revenu vers moi. Quand il a ouvert la boîte, une odeur vraiment pas catholique a envahi la pièce. C'est quoi? J'ai demandé, pas rassuré du tout. Ah ça, c'est mon secret, a répondu Seignol. Disons que c'est à base de saindoux. Il y a aussi que de la mélisse et d'autres herbes macérées dedans. Avec les autres prières que je dis dessus. Pendant la cuisson, ça devient la pommade de feu de Dieu. C'est impec pour les brûlures, mais ça marche aussi pour les membres d'émis et pour les rages de dents. Eh ben, je suis drôlement content de ne pas avoir mal aux dents, dis donc. C'est comme les bons fromages forts, a dit le sorcier en rigolant. L'odeur est bien pire que le goût. Allez, donne-moi cette épaule. J'ai relevé ma chemise et il a commencé à me badigeonner sa mixture sur l'épaule. J'ai senti ma peau qui chauffait un peu. Mazette, c'est pas aujourd'hui que j'irai voir les filles. Cette odeur, misère. On en était là, quand quelqu'un a frappé à la tôle. Seigneur a refermé sa boîte, c'était pas trop tôt, il est allé ouvrir. C'était Monsieur Palette. Bon sang que j'étais content de le voir, celui-là. Il avait un air contrarié, lui, par contre. Monsieur Palette, vous êtes venu me rechercher, pas vrai que j'ai demandé. On va pouvoir s'en retourner à Gougère-en-Val? Ça a l'air d'aller mieux, toi, dit Palette en magadant. C'est déjà ça de prix, Tio. Parce que pour ce qui est de rentrer au cantonnement, ça sera pas pour tout de suite. On est consigné ici, dans la B12, jusqu'à la fin de l'assaut. Ordre du capitaine Bertrand. Je vois, a marmondé le sorcier. Des fois qu'il faille des renforts pour aller investir la tranchée d'en face ou s'occuper des blessés. Mais vous en faites pas, ça ne devrait pas durer longtemps. Il y aura trop de me répondants chez les Boches. Qu'est-ce que vous en savez? Vous lui a demandé Palette étonné. Je vois pas mal de choses, c'est même à ça qu'on m'emploie, en plus de mes talents de rebouteux, a juste dit Seignol, avec un air mystérieux. J'ai dû le regarder bizarrement, parce qu'à ce moment-là, le sorcier m'a refait le coup des yeux qui lancent des éclairs. Il savait que je commençais à connaître son secret ou quoi? Du coup, il a changé de conversation avec Palette. Vous n'êtes pas resté dans la tranchée pour voir la départ des gars? Non, non, a répondu Palette en regardant par terre. J'en ai trop vu. Des bonhommes qui montent le parapet et qui ne reviennent pas. De braves garçons qui n'avaient pas demandé à finir le nez dans la boue. Mais puisque je vous dis qu'il n'y aura pas trop de casse a commencé Seignol. Là, on a entendu un long coup de sifflet. Palette et le sorcier ont regardé vers le plafond. On a aussi entendu un gars qui beuglait un ordre et... Puis juste après, comme un grondement. Ça ressemblait au bruit que font des chevaux qui galopent dans une prairie bien sèche. J'ai mis ma main à plat contre la paroi du mur du gourbi et j'ai bien senti vibrer ce galop dans ma paume. J'ai compris après que c'étaient les centaines de godillots, de poilus qui montaient à l'assaut qui me faisaient ce raffut à travers la terre au-dessus. Ça faisait même tomber une fine poussière du plafond entre les herbes sèches. Nous, dans le gourbi, on n'osait plus trop bouger. On n'entendait pas de clameur, juste les cris du capitaine qui encourageait ses hommes. Et le bruit de leur course saccadait dans ma tête. Je me suis mis à rêver du jour où moi aussi, comme Paulette et le bourru, j'aurais aussi un chouette fusil. Le bel et où, moi aussi je monterai à... Je montrerai à...
C'est alors qu'on l'a entendu, le bruit. Ça faisait comme un moteur de ces voitures automobiles qu'on voit maintenant sur les routes, mais en beaucoup plus fort et plus sec. Un bruit sinistre, une mitrailleuse allemande, a soufflé M. Palette. Et puis un autre bruit pareil, une deuxième mitrailleuse, un peu décalée par rapport à la première. Et puis encore une autre et une autre. Palette et le sorcier, ils se sont regardés l'un l'autre sans parler. Seignol était devenu pâle comme l'ami du pain du dimanche. Salopio a commencé à courir partout affolé. Moi j'ai voulu me boucher les oreilles pour ne plus entendre la mitraille. Mais avec un seul bras valide, c'était pas facile. Puis on a entendu les cris, plus des ordres aboyés, cette fois, mais des cris de douleur comme j'en avais jamais entendu. Au début, ils étaient couverts par la mauvaise pétarade des mitrailleuses, mais après on aurait dit qu'elles se rapprochaient de nous. Des cris horribles comme ceux des animaux des abattoirs de Bayonne. Il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était des hommes qui riaient comme ça. Blanc comme un linge d'hôtel, le sorcier s'est retourné sur Palette et moi. Sortez d'ici, sortez maintenant, il a crié. Dehors, dehors. Chapitre 7, il pleut des poilus. C'est comme ça que M. Palette et moi, on s'est retournés, jetés comme des malpropres en dehors de la cagnotte du sorcier. Salopio, lui, dès qu'il a vu la lumière du jour, il nous a suivis dans la tranchée, tu penses. Seignol a replacé sa gueule tôle ondulée sur la porte et on l'a plus vu. Dehors, on sentait comme une odeur de pétard, bien âcre et piquante. De temps en temps, il y avait des machins qui passaient en sifflant, par-dessus le rebord de la tranchée, et on entendait toujours les cris. Monsieur Bourru est arrivé vers nous en courant. Ça va, gamin, qu'il m'a demandé essoufflé. J'ai plus mal à la tête déjà, je lui ai répondu. Et la pommade, au vieux sans doute du sorcier, commence à me guérir l'épaule, je le sens. Moi aussi, a dit Bourru en se tenant le nez. Punaise, ça barre de là-haut, a coupé Palette. Et Seignol qui disait que ça devait être une sorte de promenade de santé. Je comprends qu'il est mauvais, son don de voyance a comme qu'il irait du plomb dans l'aile. On entendait toujours la mitraille qui donnait au-delà du parapet. Et puis la cavalcade des guides Godillot a repris et est revenue vers nous. Tout à coup, il s'est mis à pleuvoir des poilus. D'abord, il y en a un qui a sauté dans la tranchée et, surgissant de la pétarade du dessus, il a atterri sur un tas de planches de bois qui étaient entreposées là. Il a dû se faire bien mal à la jambe. Mais quand il s'est relevé, il tenait plutôt le bras et j'ai vu qu'il y avait du sang sous sa main. Et puis un autre soldat a bondi du parapet. Lui a sauté sur une botte de paille humide et il a eu plus de chance. Le troisième soldat n'a pas sauté. Il est plutôt tombé dans la tranchée et lui ne s'est pas relevé. Au bout d'une minute ou deux, il y avait une cinquantaine de poilus qui avaient atterri au fond de la baie 12. Plein de poussière, leurs vareuses déchirées, beaucoup de blessés. Tout avait les yeux étonnés comme surpris. Palette et Bourru tentaient d'aider les plus salement amochés à se relever. Moi, je savais pas bien quoi faire. J'ai été étonné de voir tous ces braves soldats qui avaient l'air de gamins effrayés par le loup. Il est où ce foutu sorcier a crié tout d'un coup le premier gars qui avait sauté dans la tranchée. Je vais lui faire avaler son certificat de baptême à celui-là. Ouais, il s'est bien payé notre poire. On s'est fait rétamer comme des bleus, a gueulé un autre. Bientôt, tous les poilus qui venaient de tomber du ciel et qui étaient encore plus ou moins valides s'étaient relevés, en colère et criant des insultes. Ils se dirigeaient vers nous, vers le gourbi du sorcier. Bourru, comme vous le savez, il est plutôt baraqué. En haussant les épaules, il fait presque toute la largeur de la tranchée. Alors il a fait ça. Et du coup, il a barré le passage, à la meute des soldats en colère. Vire de là, le bourri, a dit un poilu couvert de poussière en le regardant en dessous. C'est pas toi qui va nous empêcher d'aller nous vous expliquer que ce sorcier à la noix. Si c'est pour vous expliquer qu'il a répondu le bourru en levant un sourcil, vous avez pas besoin de vos lebelles alors. Les poilus se sont regardés les uns les autres comme des gamins que le maître a pris en faute. Ils ont posé leurs fusils contre la paroi de la tranchée et le bourru s'est mis de côté, les laissant passer vers la cagnade de Seignol. À la surprise de tout le monde, et de moi aussi, le sorcier était debout, devant sa porte en tôle, droit comme un i, le menton fier, les bras croisés. On aurait dit qu'il attendait de prendre la foule des soldats en colère dans la poitrine, résigné et décidé. « T'as vu ce que t'as fait ?» a hurlé le premier poilu en pointant un doigt accusateur vers Seignol. « T'as vu que c'est nous ? T'as vu ce que nous a coûté ta foutue vision ? On était une centaine à partir tantôt. Et combien en sont revenus ? Mais pas la moitié. »
Tu nous as tous envoyés à la mort, sacré disant sornette, avec un autre. Et ça va se payer. Crois-moi, sortit un troisième. Le sorcier, il ne s'est pas démonté pour dessous. Il a levé une main pour faire taire ses accusateurs. Les mitrailleuses allemandes, il a dit comme ça, elles étaient camouflées, n'est-ce pas? Les poilus se sont regardés entre eux, comme s'ils n'avaient pas compris la question. Ben ouais, a dit quelqu'un. Les Boches, ils ont bien entendu qu'on ait crapahuté la moitié de la distance entre chez nous et chez eux pour retirer les bâches camouflées qui recouvraient leur pétoire et commencer la distribution de pruneaux. Les épaules du sorcier sont retombées, comme si on enlevait un gros sec de patates de son dos. C'est ça, soupirait doucement Seigneur en baissant les yeux. Mon Dieu, je n'ai pas vu les voir, je n'ai pas pu les voir. Comment ça, t'as pas pu les voir? C'est comme ça que ça marche, les visions extra-lucides. Dès qu'il y a un drap sur le truc, pfut, on voit plus rien. C'est moqué un poilu en claudiquant vers le sorcier. Tu vas nous faire croire ça, peut-être. Seigneur a vite repris son air fier et imposant. Il a recroisé les bras et il a regardé le poilu avec du feu et dans le regard. J'aurais pas voulu être à la place du pauvre soldat. Et qui es-tu, toi, pour savoir comment doivent s'opérer des visions? L'autre, il savait plus quoi répondre. Moi, je regardais les poilus qui, l'instant d'avant, étaient tout prêts à faire un mauvais sort aux sorciers. Là, ils ne savaient plus de quoi penser. Maintenant, ils hésitaient. Leurs belles assurances étaient perties. Et puis une voix toute railleuse derrière nous dans la tranchée s'est fait entendre. Mais vous voyez pas qu'il joue de la flûte? Il est en train de vous embobiner comme il nous a tous embobinés au pays avant la guerre. On s'est tous retournés comme un seul homme pour voir qui parlait comme ça. Le vaguemestre, a soufflé le monsieur le bourru. Chapitre 8. Galipote. Qu'est-ce que tu as à dire, Baudet? A demandé Palette en fronçant les sourcils. Tu sais des choses sur le sorcier que nous autres on ignore? Le facteur il a craché par terre. Encore, décidément. Et un grand silence s'est fait dans la tranchée. Moi j'ai regardé Seignol et dans ses yeux les éclairs avaient disparu. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front tout chaud. Et comment que j'en sais, a sifflé le vaguemestre. Alphonse Seignol. Il a, il a sa petite réputation par chez nous, dans l'Indre. Pas vrai, Galipote? En disant ça, il a donné un coup de menton vers le sorcier, comme s'il cherchait son accord. Mais Seigneur, il a fermé les yeux et il a tourné sa tête sur le côté. Ça m'a fait l'effet qu'il a abandonné un combat, comme s'il était tombé sur plus fort que lui, alors que le baudet, il était tout gringalé. Galipote, a demandé Palette, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de loup-garou, une bête malfaisante qui s'attaque aux pauvres gens. C'est comme ça qu'on l'appelle au pays, votre maudit sorcier, a sorti Baudet en montrant le reboute du doigt et en crachant une pluie de salive. Il était furieux, tout à coup, comme si on venait de lui arracher une dent. Parce que lui c'est pareil, il a continué. Parce que lui c'est pareil, il a continué. C'est rien qu'une sangsue qui vit au crochet des pauvres ballots qui l'écoutent. On vient le consulter de tout le canton et au-delà. Ah, guérir les petits bobos, ça y sait faire. Du moment que ça dépasse pas les douleurs des vieux, quand le temps et la pluie, les rhumatismes et les petits coups de tous les jours. Il sait soigner ça comme un docteur normal. À part que lui, il se fait payer en poule, en pomme ou en poire à la saison. Si avec ça, il y aura rien à redire, voyez. Bah alors, dis rien, a murmuré Seignol, mais je crois qu'il y a que moi qui l'ai entendu. L'autre a continué à vociférer. Mais à notre ami Galipote, ça ne lui suffit pas. V'là-t-il pas qu'il s'est retrouvé des dons de clairvoyance, le monsieur. Il s'est mis à dire la bonne aventure à qui voulait bien l'entendre, à se mêler du privé des gens, à rentrer dans leur petit tourment personnel. Baudet a écarté la petite foule des poilus et s'est fait un chemin jusque devant le sorcier. Il s'est mis à agiter ses mains sous son nez, tout en continuant à parler. Et comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, il est devenu le confident des gens. Ainsi, quand je dis des gens, des femmes surtout, c'est comme un curé, un confesseur, voyez. Ça leur plaît ça aux femmes, alors elles viennent le voir. Une fois, et puis deux, et puis trois. Là, Seigneur a enfin rouvert les yeux.
Avec un petit sourire en coin, il regardait le vaguemestre qui soufflait tout rouge. T'as pas encore digéré? Hein, Baudet? Ça fait plus de 4 ans pourtant. Non, j'ai pas digéré. Non, je l'ai pas oublié, s'est mis à hurler Baudet. Oui, mais moi, on était fiancés. On aurait dû s'épouser au beau jour. Et puis il s'est calmé et a baissé les bras. Mais il a continué à regarder Seignol comme s'il voulait le tuer sur place. Mais c'était avant que tu lui sortes ton boniment, hein, galipote. Après, j'ai beau lui courir après, la couvrir de cadeaux, c'était fini. Tu l'avais ensorcelé. Les poilus, ils étaient plutôt gênés de voir tout ce déballage de trucs qui ne les concernaient pas. Trop. Pas trop. Mais je crois que certains étaient trop contents de voir Seignol rabaissé comme ça par le facteur. Monsieur Palette s'est approché du vaguemestre et l'a pris sur le bras. Allez, ça suffit, Baudet. Ça, c'est votre histoire, c'est entre vous. Ça va pas faire avancer ce qui nous. Vous voulez pas comprendre, a explosé Baudet. Ça me tue, moi, ça me tue de voir tous les jours dans le courrier que j'ai trie les lettres que ma Noémie envoie à ce bon sang de charlatan. Ça me tue de les distribuer quand même. Ça me tue de le voir traité ici comme un prophète. Alors que je sais bien, moi, que c'est un entourloupeur, un diseux de menterie. Il est pas plus voyant que moi. Je suis le pape. Mettez-vous ça dans la caboche. Alors aujourd'hui, quand je le vois rattrapé par ses mensonges, ça me venge du tout ce que j'ai subi. Ça me venge. Et il a commencé à sangloter dans ses mains comme un petit garçon. Mais moi, il y avait quelque chose qui m'embêtait dans cette histoire. J'ai avancé vers Signol et je lui ai tiré la main. Pourquoi tu leur dis pas, hein? Il m'a regardé tristement et il a détourné les yeux. Nous dire quoi? A demandé monsieur Palette. À nouveau, j'ai regardé les sorciers. J'ai vu qu'il n'était plus fier comme tout à l'heure, qu'il abandonnait encore une fois. Alors je me suis tourné vers les poilus, qui avaient survécu à la quête. Vous vous trompez quand vous dites que monsieur Seignol est un charlatan, je leur ai dit. D'abord, il m'a bien soigné. J'ai presque plus mal au bras. Là, j'ai enlevé l'écharpe autour de mon bras gauche pour bien leur montrer. Ça m'a fait un peu mal, mais tant pis. Et puis, c'est vrai qu'il possède une sorte de don de vision. Pas celui que vous croyez, mais quand même, j'en ai la preuve, je vais vous la montrer. Les poilus me regardaient comme si je parlais une langue de colonie. Alors, sans rien dire de plus, je suis allé vers le cagnat du sorcier. Sous le grand arbre solitaire, planté comme un doigt dressé au-dessus de la tranchée, j'ai eu un petit peu de mal à retirer la tôle de la porte avec un seul bras. Alors monsieur Palette m'a aidé. J'espère que tu sais ce que tu fais, Tchio, qu'il a dit tout bas. Les gars sont pas d'humeur à se contenter de sornettes. Chapitre 9. Les jumelles dans le boudin de ciment. Une fois entré dans le gourbi, plein d'herbes séchées, Salopio sur l'épaule, suivi par monsieur Balette, monsieur Bourru, et une paire de poilus parmi les plus valides. J'ai demandé à l'un d'eux de ramasser l'échelle de branche, et puis je me suis placé sous la trappe avec les vieilles charnières rouillées que j'avais repérées dans le plafond. Ouvrez la trappe, monsieur Bourru, j'ai dit, c'est vous le plus grand. Bourru a fait ça, et il a fait glisser le loquet qui retenait la trappe, et quand elle s'est ouverte, il a ouvert les grands yeux ronds comme des soucoupes. Madouet Béniguet, il a dit dans la langue de chez lui. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Au-delà de la trappe ouverte, en levant les yeux, on voyait comme une sorte de long tunnel en boudin qui s'élevait, très haut avec des petites marches en fer encastrées dans la paroi, qui permettaient de monter dans le boudin, comme une échelle, quoi. 20 20 Dious, il a dit Palette, c'est l'arbre, il est creux. Le bourru, Palette et les deux poilus, ils n'en revenaient pas. Cloué sur place qu'il était devant ma découverte. Et vous savez pas la meilleure, j'ai ajouté. C'est pas un vrai arbre en fait, c'est du ciment. T'es monté voir, m'a demandé Palette en me regardant d'un air drôle. Ben oui, j'ai répondu, tout à l'heure avant l'attaque, quand les sorciers est sorti avec le capitaine et les soldats. Vous voulez y aller vous aussi? Je l'ai proposé à monsieur Palette, parce que de toute façon le bourru il ne serait pas passé par le trou dans le plafond. Alors sans dire un mot, Palette a pris l'échelle et il a posé contre le rebord de la trappe et il est monté dans le tunnel tout droit le labre en ciment, au-dessus du gourbi du sorcier. Il a attrapé les marches en fer et il a continué à grimper. Nous en bas, on le regardait faire le cou tendu comme des oies. Arrivé tout en haut, il s'est assis sur une espèce de sellette qui se trouvait là, encastrée dans la paroi cimentée, en face de sa figure. Il y avait comme un trou dans le ciment qui lui envoyait de la lumière dans le visage. Prenez les lunettes d'approche sur le clou à côté de vous, je lui ai dit, mettant une main sur le côté de ma bouche.
peu comme ma voix porte dans le boudin. Palette, il a décroché la paire de jumelles qui était pendue sur sa droite, par une lanière de cuir il s'est mis à regarder dans le trou. Avec. C'est dingue, il a dit comme ça. D'ici, on voit parfaitement toutes les lignes ennemies. Je vois les mitrailleuses, je vois les boches qui sortent de leurs tranchées pour ramasser les nôtres qu'on a laissés blessés sur le terrain. Ceux-là vont se retrouver prisonniers en Germanie, quand ils seront à nouveau sur pied. Mince, on voit tout d'ici. La vache de poste d'observation, formidable. Je sais tout, je vois tout. Vous connaissez mon secret maintenant. Surpris, on s'est tous retournés vers l'entrée du gourbi. Mon seigneur se tenait là, les mains derrière le dos. Au-delà de la porte, on distinguait Baudet et le reste de la garnison de la B12, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. C'est un nouveau type de poste d'observation camouflé, a dit le sorcier. Ils ont inventé ça à Paris, et une équipe spéciale est venue l'installer il y a plus d'un an entre deux rotations de troupes. Les gars ont travaillé de nuit pour que les Allemands ne remarquent rien. Ils n'ont même pas tiqué qu'un arbre mort ait pu pousser là en une seule soirée. Ah ben ça, a dit un de ces boilus impressionné, c'est de là que venait ta clairvoyance alors, Seignol. Ouais, c'était une idée du capitaine Bertrand. Comme il voulait que l'installation se reste secrète, il s'est servi de ma réputation de sorcier pour faire passer les informations que je glanais sur l'ennemi à l'aide de l'arbre creux. J'avais l'ordre de ne rien révéler de tout ça. Le sorcier vidait enfin son sac et ça avait l'air de le soulager. Si la troupe avait été au courant et qu'un gars tombe aux mains de Bosch, ils auraient pu le faire parler et l'ennemi aurait eu vite fait de découvrir la combine. Notre fameux poste d'observation n'aurait pas tardé à se faire bombarder. Alors que là, qui se soucie d'un vieil arbre mort? Seigneur a marqué d'un petit temps, puis il a repris. Remarquez, ils ont dû se douter de quelque chose. À force, les Allemands. Sinon, ils ne m'auraient pas tendu ce piège avec les mitrailleuses bâchées. Attends, dit tout dans le bourru. T'es en train de nous dire qu'il n'y avait que le capitaine Bertrand et toi qui étiez au courant du truc, c'est ça? Le sorcier a eu l'air de sortir à un instant d'un rêve qui le faisait tout éveiller. Oui, il a dit, c'est ça, pourquoi? Et il est où à cette heure, le capitaine Bertrand, a crié le bourru énervé? Les deux poilus dans le gourbi se sont regardés en haussant les épaules. On n'en sait rien, a dit l'un d'eux, on ne l'a pas vu depuis l'attaque, nous. Le bourru a alors bousculé le sorcier et les sorciers de la Cagna. Qui a vu le capitaine l'an dernier? Il a crié à tout le groupe de soldats qui attendaient dehors. Moi je l'ai vu, a dit un petit moustachu en levant le doigt. Il était à terre, il avait pris des pruneaux dans les deux guiboles. C'était à ce moment-là qu'il a donné l'ordre de la retraite. Après, j'ai couru vers la baie douce et je l'ai plus vu. Le bourru est revenu comme une furie dans le gourbi du sorcier. J'avais bien compris ce qui le tracassait. Si le capitaine était aux mains des Allemands, il y avait un grand risque que le secret de l'arme ne fasse pas du gueuseau. Le bourru s'est planté sous l'ouverture de la trappe et il a crié comme un perdu. Palette, descends là tout de suite. Faut décarrer d'ici, Fissa. Tu mens. C'est à ce moment-là que le premier obus est tombé. J'habite Driss quand tombent les marmites. Il n'est pas tombé loin. Un bruit d'enfer, comme j'en ai jamais entendu. Attrapé, salopio, le fourré dans ma chemise. C'est plus de la poussière qui tombait du plafond, c'était carrément des paquets de terre. C'est un douille de singe qui me griffait sous mes fringues. Complètement affolé, il me fait mal au bras de l'animal. Et d'un coup, Monsieur Palette qui tombe dans les bras du bourru sous la trappe, tout étourdi, les jumelles encore autour du cou. Je l'ai pas vu venir, celui-là, qu'il a dit. Faut pas rester là, qu'il a crié, bourru. C'est que la première marmite, mais il y en aura d'autres. Les Boches en sont encore au réglage du tir. Allez, on se barre. On est tous sortis en vitesse de Gourbi, du Seignol, et c'est là qu'un deuxième obus est tombé au-delà de la B12. Vers l'intérieur, le bruit fracassant, la terre et la caillasse qui nous arrivent dessus par brouette entière et les poilus qui crient. Et c'est ça alors la vie de tranchée, moins marrant que je le pensais. Si seulement ce foutu singe pouvait arrêter de me griffer le bide. J'ai secoué la terre que j'avais dans les cheveux. Il y avait de la fumée et de la poussière partout. On ne voyait presque plus clair. Et une odeur piquante qui nous prend au nez avec ça, forte et pénétrante. Repliez-vous dans l'autre partie de la tranchée, vite, a crié quelqu'un près de moi. J'ai réalisé après que c'était Palette, le sorcier, est apparu
Tout d'un coup, derrière moi, il était assis suivi par Baudet, le facteur, qui toussait à s'en décrocher les poumons. Seignol m'a poussé dans la cavalcade des soldats qui se pressaient dans la tranchée. Allez, petit, sauve-toi, passe de... Il s'est arrêté comme s'il avait oublié quelque chose et qu'il y repensait tout d'un coup. Les lettres, il a dit comme ça en regardant dans le vague comme pour lui-même. Et il a fait demi-tour, repartant en courant vers l'entrée de son gourbi. Qu'est-ce qu'il a dit à tous ces baudets? Les lettres? Il a bien dit les lettres? Et il devenait de plus en plus rouge. Pas à cause de la toux, à cause de la colère. Bon Dieu, il les emportera pas au péril, les mots d'amour de ma Noémie. Il a sorti, et puis lui aussi a fait demi-tour, et il est parti un grand enjambé vers le repère du sorcier. J'ai regardé un tout petit instant disparaître dans la fumée et dans la poussière, et puis la poussière. Et puis deux gros bras m'ont attrapé, emmené, écrasé encore un peu plus, salopio contre mon ventre. C'était le bourru. Il m'a fait mal au bras en plus du singe qui m'a mordu le nombril. Mais je ne lui en ai pas voulu longtemps. Un instant après, une explosion encore plus forte que les précédentes a secoué la tranchée. Monsieur Bourru a été propulsé en l'air par le souffle et moi aussi du coup. On a atterri un bon 10 mètres plus loin contre une petite guitoune en planche que le poids du bourru a défoncé. J'ai eu de la chance car pendant le vol, on s'est retourné en l'air et c'est moi qui suis tombé sur le bourru. Et pas le contraire. On est resté un moment sonné dans les bouts de bois cassés. Je ne sais pas combien de temps. Ce qui m'a réveillé, c'était que quelque chose de chaud et de mouillé qui me chatouillait le visage. J'avais mal partout, surtout au bras, mais j'ai quand même ouvert les yeux et j'ai vu que la bouille rigolote de salopieux qui me léchait les joues, après avoir labouré le bidon. C'était quand même gentil de sa part. Il y a eu comme un coup de vent qui a balayé un instant la fumée et la poussière, et là je me suis assis et j'ai regardé vers l'endroit d'où on venait. Il n'y avait plus de tranchées, plus de parois, plus de planches d'eau d'état, plus de planches d'été, plus d'arbres en ciment et plus de gourbi du sorcier. À la place, il n'y avait qu'un grand trou et de la terre en monceaux qui fume. Et puis la fumée est revenue et elle a tout caché dans ses draps gris. Quelqu'un a gémi sous mes fesses. C'était le bourru qui se réveillait à son tour. Il s'est redressé, s'était épousseté des gravats et m'a dit de me pousser. Et puis il s'est mis à la recherche de son fameux casque anglais tout plat. Le bombardement avait cessé, je le savais. Les Allemands avaient eu ce qu'ils voulaient. Vous comptez vous installer là pour la nuit? C'était monsieur Palette qui revenait nous chercher depuis l'avant de la tranchée. Il nous regardait l'air goguenard en croisant les bras. Derrière son petit sourire en coin, il avait l'air drôlement content de nous retrouver en un seul morceau. C'était moins une quand même. On l'a échappé belle cette fois, qu'il a dit Palette. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse en plus de ceux qui sont restés sur le terrain pendant l'attaque, a dit soupiré Bourru. 2 gars en plus, j'ai dit en regardant le bout de la baie 12 ravagée par la bombe. Palette et le Bourru ont suivi mon regard vers l'endroit où se trouvait il n'y a pas longtemps le gourbi de Seignol. Et la tristesse est venue dans leurs yeux. Noémie ne passera pas des nuits tranquilles de sitôt, a simplement dit le caporal Palette. Et puis, debout les gars. On va pas prendre à Racine ici. C'est pas un bon endroit pour les arbres, et même les arbres en ciment. Après le décompte des hommes, on a su que 43 soldats de l'unité étaient portés manquants après l'assaut de l'après-midi, y compris le capitaine Bertrand. Pendant le bombardement, seuls Baudet et Seignol avaient disparu. Nous, on a repris nos bidons avec nos bouteillons, on les a chargés sur la brave Émérance et à la nuit, on a repris le chemin de Gougère-en-Val. J'ai pu marcher tout le long cette fois. Malgré la valdingue dans les planches, mon bras ne me faisait plus mal. Mais il a gardé longtemps une odeur tenace de vieux saindoux et de mélisse.